Bonjour, notre intervention est intitulée La pensée de Gabriel Tarde entre sociologie et psychologie. Gabriel Tarde, né 1843 et décédé 1904. Il travaille sur les lois de l'imitation. Adversaire d'Émile Durkheim et inventeur de la célèbre théorie de l'imitation, Gabriel Tarde est autant un philosophe métaphysicien qu'un psychosociologue engagé. L'année 1999 a été le point d'aboutissement de la redécouverte de Gabriel Tarde. En moins d'une année, les 4 ouvrages majeurs de Gabriel Tarde sont réédités. Ces publications achevées 30 années de réédition, amorcées par le travail du philosophe Jean Millet. Son nom cité par des intellectuels importants comme Raymond Aron et Gilles Deleuze, est désormais connu dans toutes les sciences humaines. Gabriel Tarde serait l'un des fondateurs oubliés des sciences sociales, car à l'époque où la sociologie est née à la fin du XIXe siècle, 2 grands penseurs se disputaient la première place, Émile Durkheim et Gabriel Tarde. Le premier remporte la victoire en effaçant le second. Pourtant, les œuvres de ce dernier, novatrices et très appréciées de son vivant, lui valaient son élection au Collège de France en 1900 à la chaire de philosophie moderne. Mais Gabriel Tarde n'élabore aucune réelle doctrine universitaire. Aucune école ni aucun successeur ne plongerait son œuvre après sa mort. Et face à l'emprise croissante d'Émile Durkheim dans les sciences sociales, il sera progressivement oublié jusqu'à sa redécouverte dans les années 1960. L'intérêt de la psychologie. Mais que dit Gabriel Tarde? Considéré comme l'un des fondateurs de la psychologie sociale, il marque les sciences humaines de son temps. Il s'appuie sur la philosophie et la métaphysique pour construire une théorie de société. Contrairement à Émile Durkheim, il choisit d'appréhender le social à partir de l'individu. La seule réalité sociale est pour lui l'existence de consciences individuelles liées les unes aux autres par les lois de l'imitation. Celle-ci agit comme une onde ou un courant magnétique qui se propage d'individu en individu. Gabriel Tarde voit là le principe fondamental du fait social. L'imitation est au cœur de toute vie sociale et explique aussi bien les relations humaines que l'histoire. Celle-ci n'est rien d'autre que le processus par lequel les individus inventés en s'imitant d'une civilisation à l'autre. Dans l'opinion et la foule, paru en 1901, Gabriel Tarde mobilise également sa théorie de l'imitation pour expliquer la naissance de l'opinion publique. Elle se forme par la cohésion mentale qui est née entre les lecteurs séparés. Cette cohésion possible grâce à l'imitation transforme une masse de lecteurs anonymes en public distinct. La presse a ainsi, aux yeux de Gabriel Tarde, un rôle fondamental. Elle peut faire naître une opinion publique et devient donc garante du bon fonctionnement de la démocratie. Mais si cette théorie de l'imitation fidèle à la mode de l'hypnose et du somnambulisme a été un succès à l'époque de Gabriel Tarde, elle n'a plus cours dans la sociologie d'aujourd'hui. Comment expliquer alors le grand retour de Gabriel Tarde depuis 30 ans? Bruno Latour affirme donc changer de société, réfère de la sociologie, édition de la découverte 2006, que son apport aux sciences sociales a été décisif. Gabriel Tarde a su autonomiser les sciences sociales par rapport à la biologie.
et montrer l'importance de la psychologie pour comprendre les comportements humains. Il serait à ce titre l'un des précurseurs des sciences humaines. Gilles Deleuze, le premier dans Différence et répétition en 1979, l'a considéré comme un philosophe de premier plan, inventeur d'une micro-sociologie qui confère aux forces psychologiques du désir et de croyance la place qu'elles méritaient. Dans la théorie tardienne, ces forces sont celles qui permettaient aux monades de conscience individuelles, aux groupes sociaux d'agir et de s'imiter les unes les autres. Cette méthode rend la séparation de l'individu et du social inutile. Gilles Deleuze et Félix Guattari mobiliseront cette idée dans leur entreprise de révolution moléculaire de la pensée. Gabriel Tarde a également été redécouverte en sociologie par Raymond Boudon, qui l'a rallié au camp de l'individualisme méthodologique en opposition au holisme de Durkheimien. Des théories inutiles. Certains auteurs demeuraient cependant rétifs à cette tardomania. Laurent Michelet, dans un article de la revue d'histoire des sciences humaines, croit voir dans cette redécouverte de Gabriel Tarde des raisons plus tactiques que réellement théoriques. Raymond Boudon l'aurait ainsi utilisé pour attaquer le holisme méthodologique, plus généralement la velléité de voir en lui et dans sa statistique psychologique un précurseur tant de l'individualisme que de la sociologie du réseau et de la philosophie de flux à la Gilles Deleuze et Bruno Latour. Il ne convainc pas. Michel et ses redécouvertes sont à yeux illégitimes et reflèteraient surtout le désir pour un courant de philosophie, de philosophes et de sociologues de dépasser le structuralisme et de réhabiliter la métaphysique face à l'emprise des sciences humaines. En réalité, pour Michel, les théories de Gabriel Tarde ne sont d'aucune utilité. De fait, son individualisme et son opposition au déterminisme seraient contredits par sa théorie de l'imitation elle-même. Celle-ci ne transforme-t-elle pas les individus en somnambules? Bref, les monades sont de peu de secours pour expliquer la société contemporaine. Dès lors, ne doit-on pas considérer que la victoire d'Émile Durkheim s'explique tout bonnement par un plus grand souci de rigueur scientifique? Et les emplois contemporains de Gabriel Tarde ne sont-ils pas simplement le fait de chercheurs en mal de filiation? La charge de Michel est sévère. Pourtant, malgré ses critiques, l'œuvre de Gabriel Tarde continue à intriguer. Et ces théories n'ont qu'un impact limité sur les sciences sociales. Selon Michel, leur reconnaissance suggère néanmoins que Gabriel Tarde a ouvert des pistes de réflexion stimulantes. Gabriel Tarde et la criminologie. Gabriel Tarde est utilisé aujourd'hui en criminologie pour son ouvrage La philosophie pénale 1890, dans lequel a refondé une théorie de la responsabilité. Cette réflexion lui permet de s'opposer avec force aux théories déterministes de César Lombroso, de l'école italienne qui évoquait une criminalité d'origine biologique. Pour Gabriel Tarde, ces théories impliquaient inévitablement une irresponsabilité des individus biologiquement anormaux et plaçaient le fou et le criminel sur le même plan. En s'appuyant sur la statistique, Gabriel Tarde démontre le contraire. Les causes des crimes sont à rechercher ailleurs, dans les origines sociales et psychologiques des criminels. L'une des preuves de Gabriel Tarde montre que les crimes sont relatifs à une époque et à un pays donné. Tuer une vache en Inde peut ainsi être considéré comme le crime suprême, alors
qu'il ne sera que peu réprimé dans le reste du monde. Personne n'est donc criminel, puisque la définition même des crimes évolue selon l'opinion et la législation. Par contre, de nombreuses causes sociales et psychologiques expliquaient la naissance du criminel. Ce dernier est souvent influencé par les difficultés économiques et les croyances de son milieu qui ne correspondaient pas au modèle de référence invoqué par la société. Par conséquent, Gabriel Tard considère que le crime et sa répression sont moins de questions juridiques que morales et sociales. Il participera aux archives d'anthropologie criminelle et au congrès pour défendre ses thèses contre les théories déterministes de Lombroso. En ce sens, il peut être considéré comme l'un des fondateurs de la criminologie. Maintenant, deuxième partie, socialité écrite et émotion populaire. Gabriel Tard mena sa vie durant une double carrière de magistrat et de sociologue. Il publia en 1890 une étude de psychologie sociale qui le rendit plus célèbre en son temps que Émile Durkheim lui-même, le loi de la limitation. Sa nomination à la chaire de philosophie du Collège de France consacrera cette popularité. Cet homme de la Troisième République, ce savant polygraphe dans un monde académique où la division du travail intellectuel s'est constituée, est surtout connu aujourd'hui encore pour l'opinion et la foule, 1901. Ouvrage très marqué par les interrogations scientifiques et les préoccupations politiques de son époque. On songe à Gustave Le Bon et à sa fameuse Psychologie des foules, 1895. Même si l'œuvre de Gabriel Tard ne saurait se réduire, sa psychologie économique, 1902, évoque déjà les problématiques liées au développement des médias à l'époque. Ces médias, la presse pour Gabriel Tard, qui produisait le public. Il note par exemple le besoin de gloriomètres pour mesurer la nouvelle forme de valorisation à travers la simultanéité et la convergence des attentions portées sur un homme ou sur un fait qui devient de l'or notoire ou glorieux. On peut y voir une intuition de la logique de compteur qui a envahi les réseaux sociaux et le sens moderne économique de la visibilité et de l'attention. Il s'effraie de regarder le sommaire de l'opinion et la foule, le public et la foule, 1898, l'opinion et la conversation, 1998, le foule et le secte criminel, 1993, pour entrevoir que la problématique de Gabriel Tard se situe bien à la croisée des psychologiques, de sociologiques et des médiologiques de politique. Jetons un regard attentif sur ce fameux ouvrage. Un public d'élite. Gabriel Tard il distingue l'opinion proprement dite comme ensemble du jugement de la volonté générale comme ensemble des désirs. Ce partage entre intellectuel et affect dessine en effet une frontière décisive entre le public et la foule. Le public peut alors être logiquement défini comme une collectivité purement spirituelle, une dissémination d'individus purement séparés. Et donc la cohésion est toute mentale. Cette césure de principe est à l'évidence lourde de conséquences. La foule, faisceau de contagion psychique essentiellement produite par des contacts physiques, présente quelque chose d'animal. Ces rapprochements de corps ne plus
consubstantielle à la vie civilisée moderne, pour autant que le courant d'opinion ne sont plus le fait d'hommes qui se côtoyaient, se voyaient et s'entendaient sur la voie politique. Au contraire, ils sont assis chacun chez soi, lisant le même journal et dispersés sur un vaste territoire. La lecture du journal et sa quotidienne sensation d'actualité crée en effet une sorte de communion intellectuelle et cultiver un public et un esprit public. Cet agrégat social initial, né avec l'imprimerie, s'est développé avec le chemin de fer et l'alphabétisation généralisée. C'est ainsi toujours, selon notre auteur, que ce serait progressivement constitué une étroite élite d'honnêtes gens lisant leurs gazettes mensuelles et leurs rares livres. Une élite qui s'élargit ensuite en communauté scientifique et bientôt politique d'individus liés à la fois imaginairement et réellement par une certaine solidarité, un esprit de corps. Ce public-là, indéfiniment extensible par le miracle de l'imprimé et le groupe social de l'avenir. La civilisation a pour effet, heureusement, d'accroître sans cesse la proportion des actions à distance sur les autres, due à la diffusion de livres et de journaux. Mais dans le cas de foule, c'est l'action de près qui se déploie avec toute son intensité, trouble et impure. Gabriel Tarde n'aura de cesse de lors de dépeindre la foule comme une plèbe dangereuse, contagieuse et irresponsable par son caprice routinier, sa docilité révoltée, sa crédulité, son nervosisme. Ce brusque saute devant de la fureur à la tendresse, de l'exaspération à l'éclat de rire, la foule est femme. À l'inverse, la presse introduit par-delà les frontières géographiques et culturelles la conscience nette ou diffuse d'une sorte d'affiliation universelle, cosmique, à une communauté de lecture éclairée, à une libre société de pensée, bref, à un même monde aux affinités sélectives. Le lecteur d'un journal dispose bien plus de sa liberté d'esprit que l'individu perdu et entraîné dans une foule. Il peut réfléchir à ce qu'il lit en silence. Les deux raisons orales. On comprend toutefois que cet irénisme intellectuel et cette vision en quelque façon égalienne de la raison écrite, la parole imprimée, l'humanité émancipée qui voit dans l'avenir l'opinion détourner la croyance, se heurte à quelques limites historiques ou politiques. La plus manifeste est la diabolisation de la foule. Réduite à une sorte de sauvagerie culturelle, menaçante, voire criminelle, surtout quand cette plèbe analphabète s'abandonne aux omissions politiques. Ce que les révolutions ont, eux, de purement destructeur, la foule peut le revendiquer. Barricades, pillage de palais, massacres, démolitions incendies, foules incendiaires et pillardes meurtrières, cannibales, foules fanatiques qui se promenaient par le rue en criant vive ou mort, n'importe quoi. Voir aussi le travail d'historien sur le sujet d'Alain Corbin. Pour Gabriel Tarde, en bon lettré conservateur, la foule urbaine ou rurale ne saurait être éclairée puisqu'elle s'exprime dans une oralité qui elle-même ne saurait exprimer qu'une sorte de violence archaïque et asociale. Sous sa plume s'attroper est ainsi nécessairement synonyme de crier, chanter des freins menaçants, casser de vitres, piller et incendier.
Il n'y a qu'à lancer une pierre, jeter un cri, étonner le début d'une chanson, aussitôt tout le monde suivra. Cris, sifflements, chants, le peuple s'exclate et exclute aussi devant le beau parleur, le meneur de tout poil. En effet, la foule même, composée en majorité de personnes intelligentes, a toujours quelque chose de péril et de bestial à la fois. Péril par sa mobilité d'humeur et bestial par sa brutalité. Au fond, sous le plume de Gabriel Tarde, savoir c'est s'asseoir et s'asseoir c'est lire pour penser avec les autres. La civilisation a pour effet heureusement d'accroître sans cesse l'appropriation des actions à distance sur les autres par l'extension incessante de champs territorial et de nombre de renommées dues à la diffusion de livres et de journaux. Ce n'est pas le moindre service que l'on nous rend et qu'elle nous doit en compensation de tant de mots. Tout compte fait leur rationalité de foule et à la mesure de leur inculte. Il est, et le corps social qui est tiré en vain une consensus paix sociale dans ce pays où règne la promiscuité de corps toujours trop expressifs, ingouvernable, le foule c'est toujours peu ou prou l'action de près qui se déploie avec toute son intensité trouble et impure. En somme, la paix de corpus contre la violence de corps communard. Maintenant, conversation privée, l'enchevêtrement du politique et de l'historique, le recouvrement du culturel par le sociologique sont frappants. Aussi, Gabriel Tarde ne pourrait-il guère éviter une forme de déconstruction de son propre horizon idéologique dans sa quête d'une improbable et durable paix sociale, d'oubli d'une conquête de l'opinion publique éclairée par l'écrit. Il distingue en effet en toute honnêteté de divers types, sous-types de foule frondeuse ou passive, religieuse ou politique, foule juvénile ou sénile et hypnotique, ou politique, foule esthétique ou simplement curieuse, foule agissante ou expectante, foule festive ou encore foule amoureuse de l'ordre. Gabriel Tarde songe bien sûr au coudoyement civique qui ont fait pour partie la Révolution française, Révolution de Lumière. Il y a une variété de foules d'amour très répandues qui jouent un rôle social de plus nécessaire et de plus salutaire et sert de contrepoids à tout le mal accompli par toutes les autres espèces de rassemblements. Je vais parler de la foule de fêtes, de la foule de joie, de la foule amoureuse elle-même, ivre uniquement de plaisir et de se rassembler pour se rassembler, où toute dissidence s'efface momentanément dans la communion d'un même désir, le désir de se voir et de se coudoyer, de sympathiser. Même les fêtes de la Fédération en 1790, si courtes embellies entre deux cyclones, ont une verte passage de pacification. Ajoutons que l'enthousiasme patriotique, autre variété d'amour et d'amour de soi collective nationale, a aussi souvent inspiré généreusement le foule. Et s'il ne leur a jamais fait gagner des batailles, il a eu parfois pour effet de rendre invincible le long des armées éclatées par elles. Or, si Gabriel Tarde discrète malgré tout et avant tout, la foule en général toujours suspecte dans sauvagement.
il ne serait pas plus définir simplement et unanimement l'opinion publique au risque d'ignorer par exemple le courant d'opinion ou même tous les conflits d'opinion potentiellement violents, parfois prisonniers de ces esprits locaux bornés et d'autres âges. Gabriel Tarr dépasse cette difficulté théoriquement et sociologiquement en imaginant une sociabilité élargie de conversations privées tenues entre le lecteur qui se sentait et ses pensées par journaux interposés comme relayés par d'impersonnelles communications. Ces conversations assises comme dit Gabriel Tarr, anthropologue de la communication, loin des bavardages sans rime, ni raison, ni commérage d'interconnaissance au-delà médisance ordinaire et désordonnée sont le plus réfléchis, le plus substantiels, car le bon, le temps et l'allure des entretiens sont influencés par l'attitude du corps pendant qu'on parle. Mais ces dialogues d'idées à distance entre interlocuteurs sont aussi des facteurs de progrès humain parce qu'ils stimulent les adversaires sans les blesser. Discussion philosophique, littéraire, esthétique et morale. L'avenir du régime démocratique serait ainsi voué à une sorte de conversation tranquille et douce, pleine de courtoisie et d'aménité. À l'évidence, pour un clerc, cet idéal de courtoisie intellectuelle et de civilité bourgeoise, Gabriel Tarr ne prise guère le genre mondain du salon, se réalise pleinement dans la lecture des journaux. Ainsi, le public a-t-il vocation historique à se substituer à la foule, le lire ou de dire ou de lire. Notre véritable interlocuteur, notre véritable correspond, c'est chaque jour davantage le public. Les derniers intellectuels les derniers intellectuels. Mais ces conversations du papier et de ces interactions anonymes et profuses seraient-elles sans danger? Une plume ne suffit-elle pas pour mettre en mouvement des millions de langues? Certes, l'auteur de l'opinion et la foule imagine, Gabriel Tarr, imagine une société de gens surcultivés, une sorte de koiné de lumière, un cercle magique dans lequel évolueraient toutes les élites des nations civilisées. Mais à vrai dire, comment s'assurer de la réalité de cet internationalisme rationnel, de cette unification grandiose de l'esprit public? C'est alors que notre visionnaire revient à des positions beaucoup plus légitimistes, sinon idéalistes, voire franchement corporatistes, à la limite de plaidoyer Prodomo, toute initiative féconde émane d'une pensée individuelle, indépendante et forte, car pour penser, il faut s'isoler non seulement de la foule, mais du public. Le danger de démocratie nouvelle, c'est la difficulté croissante pour les hommes de penser, d'échapper à l'obsession de l'agitation fascinatrice, les individualités dirigeantes que nos sociétés contemporaines mettaient relief sont de plus en plus les écrivains qui vivaient avec elles ont continué le contact, mais ce n'est pas assez. Il faut porter toujours plus haut la haute culture et se préoccupé de sort que sera fait dans l'avenir aux derniers intellectuels, ce qui préservera de la destruction et du nivellement démocratique le sommité intellectuelle et artistique de l'humanité ne sera pas la reconnaissance pour le bien que le monde leur doit. Ce sera leur force de résistance. Ce dépassement et ce contournement des contradictions logiques et idéologiques d'une pensée à la fois solitaire et testamentaire,
Thurer et Pamphlétaire présentent l'intérêt de mettre à vif le problème épistémologique que rencontre la construction d'un objet théorique en sciences humaines et sociales, mais aussi en un sens de préfigurer le travail de Jürgen Habermas, 1962, c'est la construction d'un espace public garant d'un modèle délibératif et raisonné et toujours menacé. Conclusion, l'intérêt du Tarde, magistrat d'origine pour la criminologie, le pousse à élargir une vocation d'observateur du monde social et à construire progressivement une théorisation du lien psychologique qui unit les individus du groupe. Il publie alors de nombreux ouvrages, collabore à 2 revues, enseigne dans des instituts divers avant de terminer sa carrière dans une chaire de philosophie moderne. Au Collège de France, il a créé le terme de psychologie intermentale, d'interpsychologie pour désigner son approche de fondement du lien social. Après la criminalité comparée de 1886, il publie le loi de l'imitation 1890, puis toute une suite de livres et d'articles consacrés à la défense de sa conception de la société et de la sociologie. En suivant leur chronologie, on peut analyser 2 périodes. La première élabore le fondement théorique de l'analyse sociale qu'il propose. La seconde approfondit cette analyse en montrant comment la psychologie sociale doit-il promet le terme en Europe permet d'expliquer des phénomènes comme l'opinion, l'esprit du groupe, les divers aspects quotidiens de la réalité sociale. La polémique engagée avec Émile Durkheim sur cette approche doit également retenir l'attention. Voilà, notre intervention est terminée sur la pensée de Gabriel Tarde entre sociologie et psychologie. Merci bien de votre attention. Au revoir.